Bon vendredi à tous, mesdames, messieurs. Merci d'être encore là ce matin. C'est la revue des grandes unes avec la presse que vous aurez à lire, disponible en kiosque ce jour. La nouvelle, j'allais dire, le mutation parle donc de Covid-19 avec le titre Le Chan masqué. C'est le grand titre proposé par le tabloïd, simplement pour expliquer que quelles sont les dispositions, c'est une question en tout cas que se pose le journal, quelles sont les dispositions prises pour éviter la propagation du virus pendant la compétition. C'est un dossier que je vous invite à lire de la page 7 à la page 11 ce matin. Le même journal parle également des éléphants et oiseaux granivores dans le septentrion, parlant notamment de l'extrême nord. C'est une peur qui prend de l'ampleur de ce côté-là. Les populations ne savent plus à quel sens se vouer, mais il faut trouver une solution au plus vite pour que les plantes, notamment les vivres de cette partie, soient sauvés. C'est le journal qui propose le sujet ce matin dans Mutation. Alors, le journal Émergence, pour sa part, parle du Chan avec Limbé, qui ne rassure pas. Le journal fait savoir que cet attentat qui, donc à la voiture, à quelques heures du début de la compétition, draine donc des inquiétudes. En page 5 du journal Émergence, Émergence s'intéresse également à d'autres actualités, parlant du cacao avec le prix du kilogramme en chute libre désormais. Qu'est-ce qui fait problème également? Ça reste une véritable question, mais avec la réponse à lire dans le même journal ce matin. L'aide du Sahel parle du Chan 2021 avec les ambassadeurs du Grand Nord, aussi présentés par le journal. Ces éléments qui sont donc au niveau de l'équipe à prime, qui vont donc apporter leur soutien et notamment leur technicité pour permettre notamment à l'équipe du Cameroun d'aller de l'avant et de pouvoir engranger des victoires. Ce sont là quelques éléments à lire dans le journal L'aide du Sahel ce matin, qui parle aussi d'autres faits que je vous invite à découvrir dans le numéro de ce matin. Et puis Cameroun Tribune parle du Chan 2021, balle au centre sur le site proposé par le journal. Le journal explique simplement qu'il y a, après notamment des mois d'attente, le Cameroun va enfin communier avec l'Afrique du football. Le coup d'envoi du 6e championnat d'Afrique des Nations sera donc donné demain, samedi, par l'affiche Cameroun-Zimbabwe. Et donc, l'on peut déjà imaginer de quoi demain sera fait. Et là, on sait également la suite de ce que le journal propose aussi. C'est tout un dossier que Cameroun Tribune propose ce matin, de la page 5 à la page 16. Je vous invite à lire donc tout cela si vous faites un tour en kiosque ce vendredi. Le quotidien Le Jour parle de mort des civils dans le sud-ouest avec des ONG qui exigent donc une enquête indépendante. C'est le journal qui propose le sujet avec le gouvernement qui dénonce bien entendu les défenseurs des droits de l'homme qui accusent les forces de défense du massacre en page 3. Le journal parle également d'autres faits, notamment du TCS, comment ils détournaient de l'argent, notamment les salaires. Ce sont là quelques éléments à lire. On a tellement entendu parler de ces distracteurs de fonds et qui ont d'ailleurs détourné plusieurs montants, plusieurs sommes d'argent d'ailleurs au ministère des Finances, et aussi que le dossier propose également ce matin. Le journal est donc disponible en kiosque ce vendredi, tout comme le quotidien Le Messager qui s'intéresse à l'actualité et parle notamment du nord-est et du sud-ouest. Maurice Kamto, une guerre honteuse pour le Cameroun, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, donc fait le procès du régime Biya, incapable donc de mettre un terme au conflit en zone anglophone. Pourquoi? C'est à lire en page 3 du journal ce matin, et on parle du football avec le Chan de l'exclusion des pauvres. C'est ce que le journal propose également. Autant de sujets à découvrir dans le quotidien Le Messager, disponible en kiosque ce matin. Tout comme le Popoli aussi qui parle de préparation du Chan, séisme cardiaque donc pour un lion A, et à lire dans le journal. Le Cameroun a connu donc une fin de préparation du Chan agitée jeudi à l'occasion donc de la nouvelle défaite face donc à la Zambie. On parle notamment des 0 buts contre 2. Et là, on peut découvrir la suite aussi dans le journal ce matin avec une caricature qui parle notamment du joueur et de l'entraîneur. C'est à découvrir dans le journal. Le Popoli en kiosque ce matin avec déjà nos invités sur ce plateau. Georges Semé, bonjour. Bonne année à vous. Merci, bonjour à vous. Je souhaite bien évidemment bonne année à tous nos téléspectateurs. Vous avez gardé le même sourire? Bien sûr, 2020 n'a pas été une année facile. Nous entamons 2021 avec beaucoup d'espoir et sur de nouveaux auspices. Merci d'être là. Camille, bonjour. Flavien Balondongo, bonjour. Bonjour Georges Semé. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision, mais j'adresse un bonjour spécial à tous les historiens et à tous les chercheurs de ce pays qui devraient vraiment se mettre à l'œuvre pour écrire l'histoire du Cameroun, d'aller contribuer à l'écriture, à la restitution
réelle et factuelle des faits de notre histoire. Parce que tout ce qu'on lit dans les réseaux sociaux depuis quelques jours, et notamment ce matin, à propos du 15 janvier, date de l'exécution publique sur la place publique de Bafoussam de Wandi Anast, fait sursauter tous ceux qui, à cette époque-là, avaient été témoins des horreurs qui se passaient dans le Homkam et dans le Mungo. L'une de ces horreurs, ça a été l'incendie de l'hôpital de Bafang. Il y a eu 15 malades qui avaient été tués et 8 gardes malades emportés dans la bourse qu'on n'a jamais revue, ou encore la décapitation du prêtre de Banca. Il y a tellement de choses qui sont passées pendant cette période qu'il est trop facile de présenter certains comme des héros ou comme des saints et de présenter les autres comme des diables. Cette période a été une période très brûlante et très préoccupante. Il ne faudrait pas que les gens, chacun écrive son histoire à sa manière pour nous présenter telle ou telle personne comme un saint ou comme un héros, comme on a l'habitude de le dire. Monsieur Wandi Ernest, c'est quelqu'un, militant de l'UPC, qui a mené un combat. Ce combat, on peut toujours se poser des questions sur ce combat. Qui combattit-il, qui tuait-il et maintenant avec quelles armes, et ces armes étaient pointées contre qui, et maintenant toutes ces personnes, tous ces civils qui avaient été tués par les maquisards, parce qu'il faut remonter dans ces villages où les villageois vous parlent des maquisards qui venaient tuer les villageois et emporter des femmes en brousse. Il faut bien se demander qui les tuait. Mais il faut surtout s'interroger sur le rôle de Monseigneur Ndogmo avec la sortie de Wandi. Monseigneur Ndogmo qui allait chercher Wandi à Bafang, qu'il a laissé à Mélong, et Wandi qui a continué à payer de Mélong jusqu'à Banga. Personne ne dit jamais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Monseigneur Ndogmo l'a laissé là. Dans l'histoire du Cameroun, vraiment, il ne faudrait pas qu'on la raconte comme il pense. Il faut pas tout. Ce qui fait que l'histoire du Cameroun se présente comme des histoires. Mais l'histoire, c'est pas des histoires. L'histoire, c'est des histoires. C'est des faits. Vous comprenez? Et des hommes. Donc c'est pour ça que moi je dis bonjour aux historiens et je les pousse, je les incite à aller vraiment rechercher pour nous écrire vraiment l'histoire du Cameroun. Mais pas une histoire qui a été écrite par des journalistes qui n'étaient pas là ou par des hommes politiques qui sont rescapés. C'est pas une affaire d'une seule personne. Camille, vous l'avez Plusieurs compris. personnes, c'est des historiens. Les historiens. Contribué en rencontrant ces historiens. Mais moi j'ai déjà commencé. D'accord. Je peux vous le dire. Merci bien. Alors on va parler du Chan. Georges Sémé, vous savez, la presse a fait de ce sujet, en tout cas, marronnier, comme qui dirait. Ce matin encore, Mutation a parlé du Covid-19. Le Chan masqué, c'est-à-dire tout le monde est sorti ou devra être avec son masque ce jour-là, c'est-à-dire demain, pour le premier match de cette compétition. Alors, nos confrères de Mutation nous ont gratifié une fois de plus d'un joli titre, comme c'est le cas depuis un certain temps. Le Chan masqué, tout simplement pour dire qu'il y a le Chan qui commence demain, un grand événement sportif, mais qui se tient dans un contexte extrêmement particulier, un contexte sanitaire marqué par la maladie que nous connaissons tous, le coronavirus. Alors, la CAF et le Cameroun ont pris des dispositions particulières. À défaut d'annuler la compétition, on a pris des dispositions exceptionnelles pour faire bien dérouler, pour que la compétition se déroule bien, mais également pour que ceux qui vont assister sur le terrain ou alors sur le plan administratif, cette compétition soit prémunie contre cette maladie. Il y a eu un dispositif de porte aux différents aéroports du Cameroun, principalement l'aéroport de Douala et celui de Yaoundé-Simalène, où il y a eu un dispositif de prévention anti-Covid qui a été mis sur pied. Mais il y a également eu des dispositions administratives qui concernent cette fois-là l'entrée sur le terrain, parce qu'il y a un quota, d'assises sur le terrain qui a été fixé à 25% d'occupation spatiale sur le terrain, afin de permettre qu'il n'y ait pas cette cohabitation qui prêterait le flanc à une épidémie de Covid-19. Mais il y a également eu un dispositif de prévention Covid qui a été mis devant les infrastructures sportives afin de prémunir tout le monde contre cette maladie. Donc, c'est un champ particulier qui va se dérouler dans cette ambiance de Covid-19 et je crois que la fête sera néanmoins belle. Il y a des équipes qui ont eu des joueurs qui étaient atteints de Covid-19, mais cela n'a pas empêché quand même qu'ils viennent, malgré qu'avant, ils aient demandé qu'on annule la compétition ou alors qu'on les remplace. Ils sont quand même arrivés, mais je crois que dès demain, le Chan va démarrer. Mais il faut qu'on soit extrêmement pointilleux sur les mesures barrières. Il faut qu'on soit pointilleux sur les mesures barrières. Je suivais encore, il y a quelques jours, le discours du président de la République qui lui-même a constaté qu'il y avait un relâchement dans le respect de ces mesures barrières. Et avec le Chan, certainement, avec la fougue sportive, avec l'ambiance des matchs, on risque certainement d'avoir des personnes qui vont relâcher ces mesures barrières. Donc, il devrait avoir
des messages de sensibilisation et surtout la surveillance afin que tous ceux qui viennent dans les stades respectent ces mesures barrières. Alors, il y a nos amis de l'étranger qui arrivent au Cameroun, que ce soit des joueurs ou que ce soit des spectateurs également qui seront au niveau du stade, qui franchissent également nos frontières. Au moment où on parle d'une nouvelle souche qui fait des ravages à l'étranger, le Cameroun devrait être à l'abri de tout cela en respectant les mesures barrières, d'où le titre de mutation ce matin, le chant masqué. Un titre très croustillant, qui nous ramène à un bal masqué. Vous savez, les balles masquées, c'était des balles où les gens sont invités mais ils portent des masques. Donc, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien dégusté cela. Alors, cela nous ramène à l'organisation de ce championnat d'Afrique qui va non seulement voir face à face des meilleures équipes de football africain, des meilleures équipes de football africain, mais aussi des étrangers, beaucoup d'étrangers qui viendront en spectateurs. Et bien entendu, le Cameroun ne pouvait pas échapper à la règle internationale qui fait que vraiment c'est le masque, c'est le masque, c'est le masque, c'est le respect des mesures barrières, c'est la prévention. Et c'est pour cela qu'on n'y peut rien. Mais moi, je me pose une question. Après que les spectateurs soient entrés au stade avec le masque à l'intérieur, quand ils seront sur les gradins, s'ils enlèvent le masque, vous allez faire comment? Parce que les Camerounais ne supportent pas beaucoup les masques. Il faut dire cette vérité. Mais au niveau des responsables, au niveau de l'administration, au niveau du gouvernement, tout a été fait pour que les gens comprennent que pour assister à ces matchs, il faut vraiment être masqué, il faut respecter les mesures barrières, il faut se laver les mains, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc ce sera un championnat d'Afrique pas comme les autres, mais pas comme les autres qui en réalité n'est que sur la droite ligne de ce qui se passe en Europe. Vous voyez comment les grands matchs, même les plus grands matchs, même de la Champions League, où il y a très peu de gens sur les gradins et où même les arbitres ont des masques. Donc c'est l'ère du temps, on n'y peut rien et on ne peut pas dire que c'est la faute. La seule faute, c'est la faute au Covid. D'accord. Le Covid-19, donc le chant masqué, c'est le titre de mutation ce matin. Pour poser cette question, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour permettre notamment d'être épargné ou alors écarté de ce virus qui est toujours présent et avec nos moments où on parle de cette nouvelle souche aussi du Covid et qui continue, qui fait des ravages ailleurs, on ne devrait pas prêter le flanc à cette nouvelle souche. Donc, alors, l'émergence de ce jour parle également du Chan. Cette fois, Limbé ne rassure pas. C'est le titre qui dit. Et tout cela, après cet attentat à la voiture qui a fait quelques dégâts importants, notamment des morts aussi. Effectivement, nous avons été secoués par cet attentat à la voiture piégée qui a eu lieu dans la région du sud-ouest avec ce boom qui a réveillé la plupart des populations. Et la déflagration a eu lieu non loin du stade de Nguémé où doit se dérouler, qui abrite une poule effectivement de ces Chan. Et bien évidemment, nos confrères d'émergence ont conclu que le Limbé ne rassure pas. Et je suis parfaitement d'accord avec eux parce que dans les critères qui sont retenus par la CAF pour attribuer une compétition de cette envergure à un pays, il y a bien évidemment le critère sécuritaire. En dehors des critères sportifs, techniques et administratifs, il y a le critère sécuritaire. Et à ce niveau, vous savez que le Cameroun est en proie à cette crise anglophone où il y a une guerre, mais il y a parfois des actes de terrorisme et de banditisme qui font qu'on n'est pas du tout rassuré. Est-ce que faut-il en cela penser que le chant qui va se dérouler du côté de Limbé sera entaché de ce type d'acte? On ne peut pas lire dans une boule de cristal, mais le ministre de la Défense a rassuré il y a quelques jours, avant l'attentat de Limbé, que toutes les dispositions allaient être prises pour que le chant se déroule dans un environnement sécur. Malheureusement, 2 jours après cette sortie, il y a eu cet attentat de Limbé, comme pour dire qu'il y a un message que les sécessionnistes ont voulu passer à l'endroit de l'administration. Le premier message, c'est que ils disent par là qu'ils peuvent entrer dans la ville de Limbé et frapper là où ils peuvent. Le deuxième message, c'est que les gens qui viennent assister à ce chant ne sont pas du tout le bienvenu. Et je crois que c'est 2 messages qu'on ne devrait pas négliger parce que la compétition ne fera que commencer d'ici demain et il est bien possible que les auteurs de cet attentat, les présumés auteurs de cet attentat se fassent encore révéler avec d'autres actions, d'éclat qui viendront certainement mettre à mal le déroulement de cette compétition du côté des Limbé. Mais puisque le gouvernement a rassuré, il faut que les dispositions qui ont été prises jusque-là soient davantage renforcés parce qu'il y a des corridors qui mènent vers Nguémé. Il faut que ces corridors soient absolument sécurisés afin qu'il n'y ait pas d'autres actes d'attentat qui puissent ébranler les délégations qui arrivent. Mais il faut également qu'au sein même du stade, qu'il y ait
des contrôles et des filtrages, bien que la pandémie impose qu'il y ait une occupation minimale des espaces. Mais les personnes qui peuvent y entrer pourront y venir, pourquoi pas avec des objets suspects. Donc il faut encadrer la sécurité hors du stade, mais également à l'intérieur du stade, afin que du côté de Limbé, la fête soit belle comme partout ailleurs. Camille, au moment où la nouvelle expression pose, j'allais dire mutation pose la question, quelles sont les dispositions prises? Il y a Émergence qui dit que Limbé ne rassure pas. Limbé ne rassure pas. Émergence a mis ce titre par rapport aux 3 véhicules incendiés. Pas très très loin dans la périphérie du stade de Limbé. Mais moi je peux vous dire que le message du MINDEF tendant à rassurer les populations et à leur faire comprendre que toutes les dispositions ont été prises. Vous savez, nous sommes dans une sorte de guerre asymétrique où des individus arrivent, frappent et disparaissent. Il est difficile de contrôler chaque mètre carré d'un territoire. Mais je peux vous dire que aussi bien la deuxième région militaire que la deuxième région de gendarmerie sont à pied d'œuvre pour mettre le maximum de moyens pour assurer la sécurité des biens. Moi, je n'accompagnerai pas ce message de catastrophisme et pour dire que non, comme il y a eu ces incendies, les gars peuvent se... On verra bien ce que ça va donner. Mais tout le monde doit comprendre que ces individus, ces criminels qui sont prêts à tuer même des étrangers, à tuer quiconque viendra, comme si c'était leur territoire eux. Moi, je pense que c'est un défi de plus, non seulement à l'intégrité du Cameroun, mais seulement à notre patrie même. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous allez... le renforcement des mesures. Oui, mais le renforcement des mesures, je suis en train de vous dire, Flavien Valin, que nous sommes dans le cadre d'une guérilla. Et la guérilla, c'est la guerre la plus difficile à combattre. Même les États-Unis, la nation la plus puissante du monde, s'est cassé les dents au Vietnam. Les États-Unis sont cassés les dents en Somalie. Les États-Unis se cassent les dents partout où il y a... Regardez au Mali, où il y a 3000 militaires français plus la même alliée, mais les terroristes sont en train de frapper tous les jours. La guerre asymétrique est une guerre difficile. Mais ce qui se passe au Cameroun, cette forme de guerre asymétrique, de lâches et de criminels qui frappent des innocents pourvu que leur message passe. Donc, moi, je pense que tous les Camerounais attendaient l'organisation et la tenue de cette grande fête. Tout le monde voyait, tout le monde est à la préparation du grand tournoi qui arrive. Alors, si il y a des gens qui veulent gâcher cette fête-là, je pense que ce sera à leur risque et péril. Mais je peux vous assurer que les autorités militaires, et en plus avec ce qui vient de se passer, vont renforcer les mesures. Et même Dieu seul sait jusqu'à quel niveau ça va se passer. Mais je pense que le risque d'attentats, d'autres attentats autour du stade ou sur la compétition elle-même, il ne sera pas très grand. D'accord. Alors, tout le monde attendait ce grand moment, cette messe sportive, on le constate, et avec Émergence qui parle de Limbé qui ne rassure pas. Il y a notamment le journal, le quotidien Le Jour, qui dit les ONG exigent d'ailleurs une enquête indépendante à la suite de la mort des civils dans le sud-ouest. C'est une actualité, comme vous le constatez, complètement décalée de l'actualité sportive, mais qui reste dans le cadre de la crise anglophone que nous venons d'évoquer avec Émergence. Une enquête indépendante, je pense qu'en février 2020, au plus fort de l'attentat de ce qu'on a appelé trivialement le massacre de Ngarbo, en février 2020, les organisations de la société civile et même une partie de la communauté internationale demandaient la mise sur pied d'une enquête indépendante pour clarifier tout ce qui a pu arriver après le décès de ces personnes. Le Cameroun avait opté plutôt pour une enquête interne au sein du Giron national, et cette enquête avait finalement abouti à ce qu'il y avait effectivement eu des personnes militaires qui étaient coupables de cette bavure-là. Et aujourd'hui, quelques mois, pratiquement un an, bientôt un an après, il y a des personnes impliquées qui répondent de l'exact aujourd'hui devant les tribunaux conséquents. Donc on n'a pas eu besoin d'une enquête indépendante absolument pour avoir ces résultats-là. Donc enquête, oui, mais pas forcément indépendante. Tout ce qui compte, c'est le résultat de l'enquête. Et ce qui fera problème, c'est lorsque le résultat de l'enquête ne reflèterait pas la réalité de ce que nous avons vécu sur le terrain. Parce qu'en dehors des organisations de la société civile ou des ONG, il y a également la presse qui fait un travail incroyable, formidable sur le terrain, qui a des éléments qui leur permettraient
d'opposer à une enquête qui était engagée par l'État leurs résultats. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'une enquête indépendante, mais d'une enquête, ce qui importe, comme je disais tout à l'heure, c'est le résultat qui sera... Enquête menée par qui, par exemple? Le gouvernement camerounais, sur les événements de Ngabo, c'est le gouvernement camerounais qui avait diligenté cette enquête et elle a abouti à certains résultats qui se sont poursuivis aujourd'hui par des personnes qui sont devant la justice aujourd'hui. Et je crois que c'est de manière très professionnelle que cette enquête avait été effectuée parce que les personnes présumées coupables, puisque le procès n'est pas encore fini, ils sont encore présumés coupables, présumés innocents. Et ça veut dire que le gouvernement peut bien mener une enquête sans que certaines interférences internationales ou alors indépendantes viennent apporter leur mot à dire. Ce qui importe, c'est le résultat de l'enquête, c'est qu'il ne soit pas biaisé par rapport aux réalités sur le terrain, parce qu'il y a des gens qui veillent. Je prenais l'exemple des journalistes, il y a les organisations de la société civile, il y a les ONG, mais il y a également des diplomates qui veillent à ce qu'une enquête, qu'elle soit diligentée par le gouvernement, reflète effectivement la réalité qui se soit produite sur le terrain. Alors, c'est le même commentaire ou la même perception que vous avez de ce titre du quotidien Le Jour qui parle des ONG qui exigent une enquête indépendante à la suite des morts des civils dans le sud-ouest? Avec cette exigence de certaines ONG, moi je me pose la question de savoir ce que cherchent ces ONG. Quand des militaires ont été tués à Babadjou, il y a quelques jours, militaires, gendarmes et policiers massacrés par une cinquantaine de criminels, ces ONG n'ont pas ouvert le bec. Non, même pas seulement pour compatir, non pas seulement pour se demander qu'est-ce que c'est que cette cruauté, des gens qui arrivent, qui tuent des représentants de forces de maintien de l'ordre. Et se sont tués. Quand il y a quelques jours encore, une brigade de gendarmerie a été assiégée par ces gens qui ont tué des gendarmes et des policiers et quelques civils, ces ONG se sont tués. Mais aujourd'hui, ou dans le cadre d'une opération militaire sur le terrain, ces mêmes ONG sortent curieusement, s'émeuvent, ils commencent à criailler et à appeler l'opinion internationale pour exiger une enquête. On peut bien se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'elle n'exige pas des enquêtes quand on a vu avec tous ces militaires qui ont été tués à Babadjou? Moi, je pense que cette sorte d'indignation sélective... Pas forcément des militaires, il y avait même des civils également. C'est de ça que je parle, cette sorte d'indignation sélective et cette façon de crier comme si vraiment, à tous les coups, que c'est l'armée qui est criminelle, c'est l'armée qui fait ci. Moi, je pense qu'elle est elle-même criminelle. Cette indignation, ce genre d'indignation est criminelle. Ce n'est pas sérieux. Et ça, c'est les gens, cette indignation et cette exigence est là, en réalité, pour révolter soit des gens qui ne sont pas au Cameroun et qui, en voyant cela sur l'étude du Cameroun, se disent que, vous voyez, les ONG demandent. Ou alors, c'est pour chauffer la tête de certaines personnes ici qui sont des va-t-en-guerre et qui soutiennent cette guerre absurde. Non, moi je pense que les journalistes ont un devoir de pédagogie. Et ce devoir de pédagogie, c'est aussi de se demander, mais pourquoi ces ONG exigent-elles une enquête alors que ces ONG se sont tues, sont restées muettes comme des carpes quand on a vu des gens mourir à Babadjou et du côté de Bafoussam. Et je ne parle même pas des autres massacres de population, parce que quand on parle de massacre, on parle de massacre de 8 personnes ou de 6 personnes. Là, on dit bien massacre, mais quand les gendarmes et les policiers et les militaires ont été tués à Babadjou, on n'a pas parlé de massacre. Donc moi, je pense que ce n'est pas très très gentil et ce n'est pas très exact non plus. Oui, juste pour ajouter que sur le massacre dont parlent nos confrères, pas massacre, sur les faits dont parlent nos confrères de Le Jour, je crois que l'exigence d'une enquête. Oui, je crois que le ministre de la Défense a sorti un communiqué où il a retracé les faits, il a donné la version militaire telle que ça s'est déroulé sur le terrain, selon lui. Mais à la fin de son énoncé, il a dit qu'il y a néanmoins une enquête qui est ouverte pour rétablir toute la vérité. Donc ça rentre en droite ligne avec ce qui s'est passé en février 2020 avec Ngabo, où le gouvernement a pris sur lui de faire une enquête, de mener une enquête qui a produit des résultats comme on le voit aujourd'hui. Je crois qu'avec ce nouveau fait de moto, on peut encore faire crédit au gouvernement à condition que les faits sur le terrain ne soient pas biaisés, parce que les journalistes ont un rôle important dans ce qui se déroule en crise anglophone. Il ne suffit pas d'être sur les plateaux comme nous le faisons actuellement ou alors dans les salles de rédaction. Il faut parfois avoir le courage, comme le font déjà certains, d'aller sur le terrain et voir réellement de ce qui se passe, mener des enquêtes et pourquoi pas les rendre publiques en complément de ce que pourrait rendre le gouvernement. Donc c'est extrêmement important. C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas absolument besoin de l'indépendance d'une enquête, mais on a besoin d'une enquête afin que lorsque l'enquête, les résultats du gouvernement sortiront et les autres personnes, les autres acteurs également
qui iront sur le terrain enquêter qu'on confronte les vérités. Mais je sais c'est extrêmement important. Vous mener des enquêtes. Mais oui, effectivement, c'est extrêmement important à relever parce que on ne peut pas laisser le gouvernement à lui tout seul de faire sa propre enquête et de rendre son résultat. Il faut que les autres acteurs également aillent sur le terrain et confrontent leurs résultats à ceux du gouvernement. Sur l'indignation sélective, je suis parfaitement d'accord. À Babadjou, il y a des militaires qui sont morts. On dirait que c'est leur travail de faire la guerre. Mais il y a également eu des civils. C'est pas leur travail de mourir aussi. C'est pas leur travail de mourir, effectivement. Certains nous diront que c'est leur travail de faire la guerre, mais ils sont quand même morts. Mais parmi les morts, il y a eu des civils. Qu'est-ce qu'eux, ils ont à voir avec cette guerre? Et malheureusement, on a passé pour perte et profit l'incident de Babadjou pour tomber sur l'incident de Motou et demander des comptes au gouvernement. Je crois que lorsqu'il y a des civils qui sont portés, qui sont atteints par l'un ou l'autre camp, il faut qu'il y ait une indignation catégorique par rapport à... Oui, il y a un sujet, je veux dire un titre complémentaire à celui du quotidien de jour qui parle des ONG qui exigent d'ailleurs une enquête indépendante. C'est bien entendu le titre du quotidien de Messager qui parle du nord-ouest et sud-ouest, une guerre honteuse. Dit le professeur Maurice Kamto. Avant de répondre à cette préoccupation, moi je voulais dire que qu'est-ce que c'est que cette propension à vouloir toujours amener, pousser l'État, l'armée camerounaise à se justifier quand elle est face à des criminels qui tuent des gens, qui brûlent partout, qui tuent même des enfants. Quelle est cette façon-là de faire? On sait très bien, les militaires ne sont pas sur le terrain pour se faire plaisir, bien pour aller pourchasser des gens. On a vu par exemple au Mali, où l'armée française est présente depuis plus de 10 ans, avec 2000 hommes. On a vu comment des terroristes ont tué 3 militaires. On a vu la réaction de l'armée française qui a rasé pratiquement tout un village. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien demandé ni à l'armée française, ni aux militaires françaises, ni exigé même une enquête. Moi, je dis qu'il faudrait faire attention. Il faut en finir un peu avec cette façon de toujours chercher à criminaliser et à culpabiliser l'armée camerounaise qui ne fait que son devoir, c'est-à-dire assurer la protection des personnes et des biens et assurer surtout l'intégrité du territoire. La polémique porte beaucoup plus sur les civils. Mais les civils, vous savez, l'armée française, quand elle a bombardé ce village-là, il y a eu combien de civils qui sont... Bon, personne n'en a même parlé. Mais les civils de Babadjou, pourquoi les autres n'ont pas parlé de ces civils-là? Ces civils étaient-ils aussi des militaires? Étaient-ils aussi des militaires? Bon, pour répondre à votre interpellation par rapport au professeur Maurice Kamto qui occupe toute la première page du Messager, c'est une guerre honteuse. Oui, elle est honteuse, cette guerre. Mais elle est honteuse pour ceux qui l'allument. Elle est honteuse pour ceux qui sont aux États-Unis, qui envoient des armes au Cameroun. Elle est honteuse pour ceux qui sont sur le terrain, qui tuent des enfants, qui égorgent des femmes. Mais il estime que c'est une guerre honteuse parce que du 4 ans déjà, on n'arrive pas à trouver la solution. Écoutez, vous pensez qu'une guerre civile opérée sur le mode asymétrique, on la termine en 2 tours de cuillère à peau? En Centrafrique, ça fait 7 ans que 15 groupes armés tiennent 4/5 du territoire centrafricain. Avec même la présence de l'ONU, ça a été résolu. En République démocratique du Congo, ça fait combien d'années que les forces tiennent une grande partie du territoire, avec même les forces de l'ONU là-dedans? Qui l'a fini? On a demandé à qui doit finir. Moi, je pense que cette façon... Le Cameroun n'est pas résolu, mais seulement il ne faudrait pas nous faire croire qu'il ne faut pas demander au président Biya d'avoir une baguette magique pour éteindre une guerre civile qui a été allumée par des personnes maintenant qui voulaient la sécession du pays, et maintenant on ne sait même plus ce que ces personnes veulent. Moi je pense que cette façon de présenter le problème du Nozo est tout simplement caricaturale et elle est même absurde. On ne peut pas dire que oui, il faut finir cette guerre, mais en demandant de finir cette guerre, on ajoute oui, en plus de ça, cette guerre, il faut que les gens s'assoient pour discuter sur la forme de l'État. La forme de l'État, ça veut dire que c'est la guerre du Nozo qui va venir redéfinir la forme de l'État pour la sécession ou le fédéralisme. Et c'est la guerre du Nozo qui va faire qu'on va réviser le code électoral. Moi, je pense qu'il faut avoir les yeux dans les trous et regarder la gravité de la situation. Compter le nombre de femmes, d'enfants et de familles qui meurent et de familles qui sont dispersées à travers tout le pays. Et surtout, comptabiliser les exactions faites par des jeunes drogués, complètement malades, complètement psychopathes, qui tuent, c'est-à-dire avec une cruauté extraordinaire. On ne regarde pas ça. On ne regarde pas ces jeunes. Il faut regarder leurs vidéos dans les réseaux sociaux. Donc moi, je pense que dire que cette guerre est honteuse, oui, elle est honteuse. Elle est honteuse pour ceux qui l'allument, pour ceux qui l'entretiennent et pour ceux qui la soutiennent et pour ceux qui sont incapables en réalité de descendre aussi. Mais qu'ont donc fait les hommes politiques pour essayer de la rencontrer? Nous avons vu tout récemment
le cardinal Christian Toumi, pour qui nous avons beaucoup de respect, qui a été kidnappé, mais qui vient de sortir un livre lui aussi, et qui estime aussi que cette guerre est honteuse. Mais dans ce livre, les commentateurs de ce livre ne sont pas trop attardés sur cette façon, sur sa ligne de pensée, qui a consisté à dire que oui, il faudrait même que les militaires prennent le pouvoir pour qu'on finisse avec cette guerre. Est-ce que, moi je me suis demandé si le cardinal Christian Toumi n'a pas été atteint du syndrome de Stockholm, parce qu'il a été arrêté, gardé pendant 1 ou 2 nuits, maintenant est tombé amoureux de l'idéologie de ces kidnappeurs. Ce qui se passe aujourd'hui, aujourd'hui est suffisamment grave pour que on n'impute pas la responsabilité à l'État. Ce n'est pas l'État qui l'a déclenché. La personne qui l'a déclenché est connue. Elle est en prison aujourd'hui. Et maintenant, ceux qui continuent à l'animer, ils sont à l'étranger. Ils sont sur le terrain. D'accord, Camille. C'est une guerre honteuse, dit le professeur Maurice Kamto. Alors, nos confrères du Messager ont pris un morceau choisi pour traduire la pensée du professeur Maurice Kamto. Mais je pense qu'il faut rappeler une des choses. D'abord, qu'il y avait des revendications corporatistes qui ont entraîné cette levée de bouclier dans les régions anglophones. Et la scission n'est venue qu'après. Et cette scission, je pense que, est-ce qu'on devrait avoir honte de défendre l'intégrité de son territoire? Est-ce qu'on devrait avoir honte de préserver les biens et les populations? Je pense que c'est une question qu'on mérite d'explorer peut-être sur d'autres plateaux. Merci Charlie, on laisse le son lecteur d'aller lire ce que la presse propose ce matin. Merci. Je vous souhaite déjà de passer un très bon week-end, surtout sans excès. Il faut aller au stade. Et les Lions vont jouer demain. Allez, bonne journée. C'est le vendredi soir avant l'ouverture des championnats. D'accord, allez, bonne journée, bon week-end.